Voilà, bonjour à tous. Bonjour Florian, bonjour à tous. Bonjour Philippe. Je suis très heureux qu'on soit ensemble pour ce dimanche de confinement. Donc, on salue tous nos amis confinés. Je suis très heureux parce qu'on va pouvoir profiter de ton expertise sur plein de sujets, notamment bien sûr sur les questions économiques et pas seulement, parce que je vois que je suis attentivement tes réseaux sociaux depuis le début de cette crise du coronavirus. Et je vois que tu suis ça avec beaucoup d'attention, que tu publies également tous les soirs des graphiques très intéressants sur l'évolution de l'épidémie, sa rapidité, sa croissance ou sa décroissance. Et c'est très suivi d'ailleurs et c'est très intéressant. Donc ça me fait vraiment plaisir. Je crois que c'est très intéressant pour tout le monde qu'on puisse échanger aujourd'hui. Et puis on prendra vos questions, comme on l'avait fait avec Nicolas Dupont-Aignan l'autre jour. On prendra vos questions. On ne pourra pas toutes les prendre, mais on en prendra un maximum. Et puis on tentera d'y répondre, vous apporter notre point de vue. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, bien sûr, pour nous dire, vous, ce que vous pensez de la situation. On sera essentiellement sur le coronavirus, mais sous tous les aspects, sous les aspects sanitaires, gestion de crise, la dépression économique aussi qui s'installe et qui sera là, évidemment, les aspects politiques. Et puis, on va essayer de vous donner un peu d'espérance quand même, parce que l'actualité est quand même tragique, triste et sombre. Donc, il faut essayer de trouver un peu d'espoir, Philippe, je crois, dans cette Oui, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Et déjà, ça fait plaisir de faire un peu de socialisation parce qu'on en manque tous à l'heure actuelle. Et effectivement, il y a de l'espoir, mais tout repose dans les mains du peuple français. C'est clair, pour la sortie de crise. Alors, juste, je signale, tu sors un livre, Philippe, juste après le confinement. Alors, je crois le 20 mai, si tout va bien, c'est le 20 mai. Ça dépend de la date, voilà, de confinement. Ça devait sortir il y a quelques jours, mais évidemment, c'est repoussé. Les librairies sont fermées. Ça s'appelle « Comment réussir la transition énergétique, un défi passionnant ». Non, écologique, en fait. Écologique. Donc, ça balaye toute… comment réussir la transition écologique, c'est ça? Voilà. Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant, et qui explique effectivement, qui est un livre sur le constat des problèmes thème par thème, agriculture, énergie, économie circulaire. Je les balaye avec des solutions et c'est un livre de mesures écologiques. À chaque fin de chapitre, il y a les mesures qui sont listées, qui sont résumées, un livre très précis et qui montre qu'en fait, la solution à la crise écologique qu'on a aussi, qui est une crise beaucoup plus lente évidemment, est possible, mais qu'il faut une planification gaulliste, une vision sur le long terme et tout un tas de moyens que nous n'avons pas aujourd'hui. Mais en tout cas, ça donne un espoir très important là-dessus. Eh ben, on le lira avec grand intérêt. Alors, on va commencer. On va parler peut-être un tout petit peu d'abord entre nous. On va échanger, pas longtemps parce qu'on va prendre les questions rapidement des internautes. Juste, Philippe, moi, il y a une chose évidemment qui nous marque tous, je crois, depuis 48 heures, c'est ce revirement spectaculaire sur les masques. Oui. Je parle de ça parce que ça aura frappé tout le monde. Ça fait des semaines qu'on nous explique que les masques, ça ne sert strictement à rien. Moi, j'ai repris des déclarations. Édouard Philippe qui disait le 13 mars sur TF1, ça ne sert à rien. Évidemment, on se souvient tous de Sibeth, cette porte-parole si intelligente qui nous expliquait qu'elle ne savait pas mettre un masque, et donc nous non plus, et que donc c'était parfaitement inutile aussi. Et puis là, hop, badaboum, depuis vendredi, non, le masque, c'est devenu très utile, il faut tous le mettre. Ils envisagent même de le rendre obligatoire. Et ça vient en fait de l'Académie de médecine, repris par le directeur général de la santé, M. Salomon, et maintenant les ministres, qui font comme si on n'avait rien vu. Non, il y a un retournement spectaculaire. Je crois que moi, de mon point de vue, ça traduit bien cette gestion de crise, c'est-à-dire le grand n'importe quoi. Parce que le problème de ce grand n'importe quoi, c'est que derrière, il y a des morts, évidemment. C'est ça. On pourrait presque en rire, mais en fait, on doit en pleurer parce qu'il y a des conséquences pratiques et tragiques, humaines, et économiques aussi, bien sûr, mais humaines derrière ces improvisations, ce manque d'anticipation, ces mensonges terribles. Je pense aux masques, je pense aux tests de dépistage, je pense au traitement, tout ce cirque autour de l'hydroxychloroquine, ces retards incroyables qui sont pris. Et je voudrais savoir, toi, ce que tu en penses. Est-ce que c'est plus de l'incompétence ou c'est plus des gens qui sont en fait incapables de changer de modèle, quoi, Moi, j'ai le sentiment aussi que ça va trop vite pour eux, en fait, ce qui se passe, et que ce sont des gens qui ont été formatés dans un vieux monde, et ils sont incapables de penser production nationale rapide, état stratège qu'on remet en place très rapidement, et incapacité à penser en fait dans un monde qui a été bouleversé d'ores et déjà par cette crise.
sais pas ce que tu en penses, Philippe. Alors, tu as tout à fait raison là-dessus. Il y a beaucoup de choses, en fait, sur ces masques. Mais d'abord, ce mensonge, moi, je serais beaucoup plus dur que toi, parce que ce mensonge, il savait très bien, en regardant ce qui se passait en Chine, en Corée du Sud, qui sont les pays qui ont réussi à s'en sortir, à Taïwan, à Hong Kong, à Singapour, le port du masque, les journalistes étrangers, même les journalistes du Monde, je crois, à Hong Kong, a expliqué que le port du masque était fondamental dans cette maladie, que les Asiatiques comprenaient pas, le responsable de la santé chinoise. Je pense que le retournement aussi à avoir avec le fait que les États-Unis veulent utiliser le masque et sont en train de le lancer, et que la France voulait pas être en retard sur les États-Unis, ça allait trop être difficile à justifier, à tenir la position. Donc effectivement, et le docteur Marty, qui est assez médiatique, a fait pousser un coup de gueule il y a quelques jours en disant mais c'est criminel cette absence de masque, cette absence de test, parce qu'on a laissé la contagion s'installer, on a laissé des soignants prendre cette contagion, la rebalancer à d'autres, les routiers, les caissières, c'est absolument catastrophique, quoi. Alors que les Français, en plus, font preuve du civisme. Quand on leur demande de ne pas sortir, d'être confinés, globalement, on voit très bien tous autour de nous que les gens font attention et sont sérieux. Et le problème, c'est que ce sont des mensonges, des paroles mensongères, mais ce sont des paroles criminelles qui ont tué. Et là-dessus, je vais très vite, très fort, mais je pense que là-dessus, la Cour de justice de la République devra agir. C'est hyper important parce que, en disant ces paroles, en fait, Édouard Philippe a dit aux gens le masque n'est pas utile, donc le mettez pas. Et les gens croient à la parole publique, un minimum. Ils ne l'ont pas mis et des gens ont été contaminés, tués, etc. par ça. C'est gravissime, absolument gravissime. Sur le problème de l'incompétence, il y a quelque chose de fondamental. Ce qui a rendu incompétent, en fait, c'est le fait de ne plus avoir de souveraineté, de ne plus avoir de capacité de décider. Emmanuel Todd le disait très bien quand il a sorti son dernier livre. Il disait, vous savez, les élections présidentielles sont un théâtre pour ces gens, puisqu'ils savent qu'ils ne pourront rien réaliser, ils n'ont pas d'outils. Donc, ils font un théâtre, un jeu de rôle sur des mesures qu'ils ne pourront pas prendre, pour la plupart. Et donc, ce sont des comédiens. Les dernières élections présidentielles ont été une comédie de ce point de vue-là. Et donc, c'est des gens qui sont très rusés, très malins, très habiles en communication, mais qui sont globalement nuls quand il s'agit d'agir. Et c'est exactement ce qu'on voit dans cette crise. Et je voulais élargir un tout petit peu le débat, et je finis sur la médiocratie. En fait, il y a un bouquin très intéressant d'Alain Deneau, un peu long, qui s'appelle La médiocratie, et qui montre comment la médiocratie a gangréné la société. Et il a raison, parce que ce n'est pas que dans la politique, c'est aussi dans le monde économique, dans les grandes entreprises, pas dans toutes, mais dans une partie des grandes entreprises. Il y a aussi des vidéos d'Erfi TV très intéressantes sur le sujet de la médiocratie et qui montrent comment on en arrive là. En fait, je pense, moi, de mon côté, que dans les entreprises, c'est la concurrence tellement effrénée et la peur de perdre son poste qui pousse tout simplement les gens à faire n'importe quoi pour le garder. Et donc, les chefs nomment des sous-chefs qui sont pas très compétents et ça descend ainsi. Donc, on a plutôt des incompétents au pouvoir. Et ça, c'est ce qu'on est en train de se rendre compte et ce que les Français sont en train de se rendre compte. Oui, ben, je crois que tu as tout à fait raison. Je pense que quand les Français voient la porte-parole Sibeth Ndiaye à l'écran, je pense qu'ils ont tout de suite l'impression qu'il y a un grand amateurisme. Mais ça, le président Macron a dit qu'il fallait en être fier, donc à la limite. Et surtout une grande incompétence et beaucoup de mensonges, puisqu'elle assume elle-même qu'elle est capable de mentir. Elle l'a dit clairement à la tête du pays. Je crois par ailleurs, tu parlais de la Cour de justice de la République. Je pense que le revirement verbal de ces derniers jours, en fait, est fait pour se couvrir aussi. Je pense que tout simplement, Édouard Philippe et les autres sont déjà en train de penser aux commissions d'enquête, aux procès qui vont venir après immanquablement, et ils sont déjà en train d'essayer de se couvrir en disant bah, nous, on n'a fait que suivre les avis médicaux. Avec un mois de retard sur Buzyn, si je me permets. Mais bien sûr, mais ce qui, à mon avis, est faux, parce qu'il y a des médecins qui, depuis le départ, disent que les masques, c'est efficace, bien sûr. Enfin, c'est du bon sens, de toute façon. Oui. Et en réalité, il y a plutôt l'inverse, c'est-à-dire des médecins, moi je les appelle les médecins de cours, hein, les médecins officiels. Le meilleur symbole, c'est Karine Lacombe. Eux, c'est les médecins de cours qui sont là justement donc qui sont dans la cour du pouvoir, et qui sont là pour accompagner la communication officielle et qui n'apportent pas, évidemment, un regard, de mon point de vue, un regard médical et scientifique avec une plus-value sérieuse et objective. Juste sur un point avant de passer à vos questions, moi j'ai été marqué par la une du Parisien aujourd'hui. Ils réfléchissent, je crois, au monde d'après, et on a en gros la photo de Thierry Breton. Thierry Breton étant quand même un actuel commissaire européen qui était ministre en 2005, ça commence il y a 15 ans à dater, et qui était conseiller régional en 1986, il y a 34 ans. Donc le monde d'après avec Thierry Breton qui est complètement formaté, Commission européenne, etc. C'est quand même amusant. Et je voudrais signaler aussi, peut-être plus intéressant, la démission d'un vice-président de la région Île-de-France, Patrick Caram, en des termes très durs,
qui a déclaré qu'il était révolté devant les défaillances sur les masques, les tests, les respirateurs. Et il porte plainte contre la PHP et l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Ça, c'est quand même aussi un fait assez intéressant. Pour le coup, c'est quelqu'un d'assez courageux, moi, je trouve, et qui a des propos qui me semblent très justes. Voilà. Si je me permets, Florian, nous sommes tous les deux très respectueux de l'autorité de l'État. Et nous pensons que l'État ne doit pas être attaqué n'importe comment, par n'importe quelle voie, parce qu'après, les gens ne peuvent pas gouverner. Mais là, les erreurs et les mensonges sont tellement énormes qu'on ne pourra pas faire autrement. Voilà. Parce que moi, je ne suis pas pour que les gens puissent attaquer l'État pour tout et n'importe quoi. On voit que ça crée des blocages dans la société où les profs ont peur de faire sortir les enfants de classe. C'est pas une bonne chose. Mais là, c'est des actes absolument gravissimes. Hein. Et on a parlé juste des masques. Sur les tests, il y a le même problème puisqu'on aurait pu faire 300 000 tests par semaine avec les laboratoires vétérinaires et être au même niveau que l'Allemagne. Et pour une raison totalement incompréhensible, tout ça a été laissé de côté. Et alors, je veux dire au peuple français que c'est aussi grâce à eux, grâce aux réseaux sociaux, qu'ils bougent. Parce que sur les masques, il y avait tellement de critiques sur les réseaux sociaux, sur les labos de tests, tellement de critiques qu'au bout d'un moment, le gouvernement ne peut pas faire autrement que de bouger quand les critiques sont complètement réalistes. Les réseaux sociaux ont fait bouger incontestablement sur les laboratoires et sur les tests, et ils sont en train peut-être de faire bouger sur le protocole Raoult, puisque j'ai vu Véran qui annonçait qu'on aurait peut-être des résultats dans la semaine sur son protocole à lui, c'est-à-dire pas administrer quand l'état des malades est très grave, parce que ça ne sert à rien, la charge virale a déjà disparu, le faire au début avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Donc pression populaire très importante. Je suis d'accord avec toi sur les procès, bien sûr qu'on ne peut pas vivre dans une société du procès permanent contre l'État, mais là on est évidemment on parle de morts, on parle de défaillances extrêmement graves, les morts également dans les EHPAD, déjà plus de 2000 comptabilisés à ce jour, il y en a probablement beaucoup plus, mais je dis aussi, moi je pense profondément que les procès, les commissions d'enquête, c'est important et il faut les faire. Je n'ai pas une absolue confiance sur les résultats, je suis obligé de le dire, parce que je n'ai pas une absolue confiance du tout dans la justice. Mais de toute façon, qu'on puisse avoir confiance ou pas, et quel que soit le résultat de ce procès, la réalité, c'est que comme tu le disais au début, c'est le peuple français lui-même, par les instruments de la manifestation et de la démocratie, qui pourra ou pas changer les choses. C'est à lui, à un moment aussi, de se prendre en main et de dire, tous ces gens qui sont au pouvoir, tous ces gens qui sont dans les mains de la finance et dans les mains de l'Union européenne, etc., qui sont au pouvoir, quelle que soit leur étiquette, En Marche ou PS ou autre, parce que globalement, c'est toujours la même chose, c'est à nous de les dégager, quoi. Et ça, à la fin, c'est quand même la souveraineté populaire doit revenir au peuple français, au-delà même des procès et des commissions d'enquête qui sont indispensables. Je précise clairement les choses. Je vois qu'il y a des questions qui commencent à arriver, on peut peut-être en... Oui, avec plaisir. On peut peut-être en prendre, s'il y en a qui arrivent peut-être sur la crise d'abord, gestion de crise, puis après on passe aux questions économiques européennes, si ça vous va. Si on a, sinon on commence par des questions européennes comme vous voulez, selon l'inspiration des gens. Donc si on voit des questions, c'est parfait. On va regarder tout ça. Alors, il y avait une question sur... Oui, non. Voilà. Alors, Jules... Est-ce qu'en tant que personne ordinaire, je peux porter plainte contre l'État ? Oui. Oui, il y a un site qui s'appelle plaintecovid.fr qui vous aide à porter plainte de manière simplifiée. Plainte-sans-s-covid.fr. Voilà, et qui, selon que vous êtes soignant ou par simple particulier, vous pouvez porter plainte. Oui, vous pouvez porter plainte contre l'État, bien sûr. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Non, je crois que c'est Bruno Gassio qui a fait ce site. C'est Bruno Gassio qui a fait ce site qui est bien fait, qui est très bien fait. Ouais. Ouais, très bien fait. Est-ce que vous avez d'autres questions ? N'hésitez pas à nous envoyer beaucoup d'un coup, là. Qu'on ne soit pas dans la pénurie de masques et de tests comme on voit beaucoup de commentaires, mais là, il ne faut pas qu'il y ait de pénurie de questions dans les envois. Et pour continuer sur ce que disait sur les commissions d'enquête, il est très possible que cette caste, cette doxa, va tout faire pour se protéger et délayer le problème dans le temps, essayer de ne pas répondre, essayer de se faire juger par des amis, essayer de repousser au maximum par la procédure. Et les procédures judiciaires sont de plus en plus longues, et c'est peut-être pas un mystère, je veux dire, c'est peut-être pas pour rien que ça a été le cas. Et donc, il va vraiment falloir que la pression soit très très forte du peuple pour que ça se passe bien, quoi, et qu'on ait vraiment des résultats. Moi, je vois des questions sur l'euro, etc. Je ne sais pas si c'est le moment. Il faut peut-être passer. D'abord, on va rester sur des questions plus sanitaires. Je voudrais quand même signaler que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas l'intention de changer. Je m'explique. Je vois ce matin dans le JDD une interview de Guillaume Pelletier,
qui dit pour financer la santé et l'agriculture, il faut supprimer 5 jours de RTT. Là, pour moi, alors d'abord, c'est très violent, et on est vraiment dans les vieilles recettes. C'est-à-dire qu'on ne s'interroge pas sur le coût de notre appartenance à l'Union européenne, le coût de l'euro, le coût de l'évasion fiscale, le coût de l'absence de protectionnisme, le coût de l'immigration massive, etc. On ne s'interroge pas sur cela et on reste comme avant dans les vieilles recettes qui sont en fait des recettes d'austérité permanente, c'est-à-dire de détricotage progressif de tout modèle social. Et là, 5 jours de RTT. Guillaume Pelletier pour les Républicains, mais quand on voit Macron qui parle en permanence de souveraineté européenne, et ben moi je trouve que ça montre qu'il est dans sa tête, il est toujours un européiste convaincu, qu'au contraire, il veut peut-être même en profiter pour faire un bond en avant. Et il y a une question peut-être pour toi, Philippe, de Jim à l'instant, qui justement, qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de l'Union européenne dans cette crise ? L'attitude de l'Union européenne, tout le monde voit dans cette crise qu'elle n'a pas du tout aidé, qu'elle était plutôt un frein. Premier frein, ça a été empêcher l'arrivée du virus avec des frontières et plus de libre circulation à destination de la Chine. Eh bien, elle a bloqué les pays un peu, puisque c'est sa logique et son idéologie, et les pays européens l'ont pas fait, et ils sont, en fait, c'est la zone européenne qui est la plus touchée du monde, finalement. C'est un échec complet. Et si on est les plus touchés du monde, c'est parce que les politiques ont été les plus mauvaises du monde. Il y a des voisins de la Chine qui ont 100 ou 200 malades, alors que nous sommes tous à 10 000, 50 000, 100 000 malades, tous les pays européens. Donc on voit qu'il y a ça. On voit que quand l'Italie demande de la solidarité, l'Union européenne lui renvoie rien du tout. Et en fait, au contraire, c'est l'Allemagne qui arrête l'exportation de matériel médical, des masques qui sont volés par des pays contre l'Italie, qui ne peut pas se soigner. Donc il n'y a aucune solidarité, il n'y a aucune Europe qui protège. Et au niveau économique, c'est très simple, ils ont fait toujours la même chose, et tu as raison, ils ont fait le plus gros plan de l'Union européenne au niveau économique, c'est de sauver la finance. On met 1000 milliards d'euros, on imprime 1000 milliards d'euros de billets d'argent public, c'est-à-dire que la BCE achète 1000 milliards dans les marchés financiers pour sauver les investisseurs, les banques, etc. Alors qu'en fait, bien sûr qu'il faut sauver, il faut pas tuer ces gens-là, mais il faut d'abord sauver l'économie réelle, ce qui sauvera les marchés financiers. Si on sauve toujours les marchés financiers, c'est eux qui en profitent. Si toi, Florian, tu crées un fonds et tu dis, eh bien, en fait, je vais sauver toute l'économie française, il est évident que tout l'argent arrivant chez toi, c'est toi qui seras favorisé. Et c'est ce qui se passe, c'est les marchés financiers qui sont favorisés. Voilà, et la haute finance. Donc rien ne changera avec cette crise. Et effectivement, on a des indices et des signaux faibles qui montrent qu'il y a un bond en avant de l'Union européenne qui pourrait être fait justement pour enclencher le processus et empêcher les peuples de réagir. Ça, j'alerte, je suis tout à fait d'accord avec toi, j'alerte moi beaucoup là-dessus, j'ai écrit une tribune dans Valeurs Actuelles où je parle un peu de ça, je remarque moi qu'on parle beaucoup de souveraineté européenne, qu'on nous explique que l'Union européenne n'a pas pu agir parce qu'elle n'a pas de compétences dans la santé, donc sous-entendu il faut faire demain une Europe maastrichtienne de la santé, ça va être formidable, ce qui d'ailleurs ne veut rien dire, n'a pas de compétences dans la santé, parce qu'à partir du moment où vous gérez la monnaie et vous gérez largement les politiques budgétaires, en fait vous avez des compétences sur tout. Je me permets d'ailleurs, tu as sorti le nombre de textes dans un tweet. Oui. Il y a 166 textes de l'Union européenne qui demandent de réduire les dépenses de santé ou des marchés. Bien sûr. Vous lisez tous les jours, peut-être que j'exagère en disant tous les jours, mais en tout cas tous les ans facilement, des recommandations qui sont en fait des exigences de la Commission européenne extrêmement claires sur les réductions des budgets de santé, sur les réductions des budgets de la sécurité sociale, de l'hôpital, etc. Donc, il ne faut pas dire que l'Union européenne n'a pas de compétences en matière de santé, mais apparemment, ça ne leur suffit pas, ils veulent aller plus loin, et je note aussi que Ursula von der Schlag, moi je l'appelle comme ça, von der Leyen, a déclaré qu'il fallait prendre en pleine prise, alors que l'Italie affichait 900 morts par jour, etc., a déclaré, attention, il faut garder des mesures exceptionnelles parfaitement proportionné à la situation, ne pas aller trop loin, il faudra vite revenir à la normale, etc. C'est-à-dire que la religion, la secte, c'est une secte, la secte ne peut pas penser autrement que la manière dont elle pense toujours, c'est-à-dire que si l'Europe n'a pas fonctionné, c'est parce qu'il n'y avait pas encore assez d'Europe. Voilà comment elle fonctionne. Et donc, c'est pour ça qu'on se moque un peu d'eux en les appelant l'URSS de temps en temps, parce que c'est comme l'URSS qui dit le communisme n'a pas été assez profond pour produire tous ces effets, alors que c'était une déréliction permanente. Et tu as tout à fait raison. Et il y a un autre, pour faire un pendant à ce que tu dis, effectivement, il y a aussi le problème des délocalisations. On est très faible parce qu'on n'a plus d'industrie des masques, on n'a plus très peu d'industrie des respirateurs, et il nous manque les médicaments aussi qui commencent à devenir un problème qui arrive d'Asie.
qu'on pourrait enclencher. En plus, l'absence de politique industrielle qui est dans les gènes de l'Union européenne, c'est une interdiction. Donc, personne n'a les réflexes pour relancer la production, au moins relancer la production à partir des usines qu'on a déjà aussi. Et donc, tout ça, en fait, l'Union européenne nous affaiblit et nous empêche et nous a posé un problème clairement dans cette crise. Et le symbole de cela, ça a été l'accord de libre-échange avec le Vietnam qui a été signé par les chefs d'État le 30 mars. Extraordinaire. Donc, s'il y a une usine de masques qui se monte en France, eh bien, elle sera délocalisée au Vietnam, qui est extrêmement compétitif en termes de coûts, dans un an. Pourquoi les entrepreneurs français vont monter des usines de masques vraiment sur le très long terme, en mettant beaucoup d'argent, si jamais ils se disent qu'ils vont être obligés de délocaliser au Vietnam? Ce qui est arrivé à l'usine de Bretagne, qui a été délocalisée en Tunisie à cause des accords de libre-échange France, Union européenne, Tunisie. Donc, l'Union européenne est un vrai problème là-dessus. C'est-à-dire qu'au tout début du confinement, l'Union européenne nous annonce toute fière qu'elle vient de signer un accord d'adhésion, enfin l'adhésion qui va pouvoir se mettre en route avec la Macédoine du Nord, je crois, et l'Albanie. Oui. Et 15 jours plus tard, on nous annonce également l'Union européenne très fière qu'effectivement, elle vient de signer un accord de libre-échange avec le Vietnam. Ce qui est complètement en pleine crise. C'est complètement, on dirait une provocation, quoi. Mais ça veut dire qu'ils ne peuvent pas changer. Et là, j'ai vu une question d'André Falco, une remarque très juste, qui doit peut-être habite Forbach d'ailleurs, qui me dit la frontière avec Saarbrück, donc la ville allemande de l'autre côté en Sarre, de la frontière à côté de la Moselle, à côté de Forbach, n'est toujours pas fermée côté français. Oui, moi je le dis et je le répète, les frontières françaises n'ont jamais été fermées dans cette crise, elles ne le sont toujours pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit là-bas que les Allemands viennent faire leurs courses dans les supermarchés français, sachant pas d'ailleurs s'ils sont malades ou pas, alors que c'est parfaitement impossible dans l'autre sens, ce qui ne me choque pas, mais ce qui me choque, c'est que ce soit possible de venir encore en France, pareil pour les Italiens, pour les Espagnols, pour les Belges, les Suisses, etc., alors que dans tous les autres pays, ces pays voisins de la France, ils ont depuis longtemps fermé leurs frontières. Donc nos dirigeants sont vraiment les pires, parce que non seulement il y a ce cadre européiste, mais eux en plus, ils sont totalement formatés. C'est pour ça que moi, je suis vraiment clair sur le sujet et aux Patriotes, on est très clair, on est pour le Frexit, quoi. C'est pas nouveau ce que je vous dis, vous l'avez entendu, je vous l'ai déjà dit 150 fois. Mais si je vous le dis clairement, c'est qu'on ne peut pas faire autrement de mon point de vue que de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Ça me paraît vital aujourd'hui. Je disais toujours Frexit vite, mais maintenant c'est Frexit vital, quoi. Faut vraiment le faire parce que, et là j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, je ne sais pas comment on va affronter au-delà de la crise sanitaire, c'est pas terminé du tout. Comment derrière on va affronter la dépression économique, parce qu'à mon avis c'est plus qu'une simple récession de style 2008-2009. Comment on va affronter la dépression si on a toujours les règles de l'Union européenne, si on ne maîtrise pas notre politique monétaire, si on ne maîtrise pas notre politique budgétaire, etc. Comment, à ton avis, est-ce que c'est possible d'affronter une telle crise quand on est un État qui n'est pas souverain ? Alors, c'est une très bonne question que tu poses. Et avant d'affronter la crise économique, il va falloir aussi éviter que le virus rentre. Imaginons que la France est guérie, que le confinement est bien fait, et il n'est pas suffisant ce confinement, il manque des mesures, il manque comme le port du masque notamment, pour vraiment faire baisser les chiffres, parce que c'est pas suffisant. Imaginons que dans 3 semaines, on arrive à en sortir, on a tous envie, parce qu'on a tous ras-le-bol du confinement. Eh bien, à partir de ce moment-là, il va falloir empêcher le virus de rentrer. Et donc, il va falloir fermer les frontières ou à la libre circulation. Parce que certains pays seront guéris, la France, etc., mais d'autres pays dans le monde ne seront pas guéris. Et sans doute d'autres pays en Europe ne seront pas guéris. Il ne va pas y avoir une synchronisation. Et l'Afrique. Donc ça pose des problèmes énormes. L'Afrique pose un problème sur l'immigration. Est-ce qu'on continue l'immigration pendant toute la période de la crise? Ce qui veut dire qu'en important, on importe des virus aussi. On importe des gens qui sont porteurs de virus potentiels aussi. Ou non, mais on prend des risques supplémentaires. Est-ce que ce risque vaut le coup d'être pris ou non? L'Union européenne, on sait qu'on ne peut pas fermer les frontières à l'immigration. On a aussi et puis on aura aussi le problème, c'est que si on dit, et c'est ce qu'ils vont nous dire, ils vont nous dire oui, on va fermer les frontières de l'Union européenne, on est tous guéris, ça va bien se passer. Sauf que le maillon le plus faible de l'Union européenne, le pays le plus fragile, pourra laisser rentrer le virus de façon beaucoup plus certaine qu'un pays qui protégera bien ses frontières. Et en fait, moi, par exemple, quand Trump a fermé ses frontières avec l'Europe, je trouvais ça parfaitement justifié. Et il nous protégeait en faisant ça. Parce que si l'Amérique avait réussi à ne pas être malade, c'était beaucoup mieux pour la France plutôt que l'Amérique malade. On a intérêt à ce que le maximum de pays aient des frontières relativement étanches pendant cette crise et arrivent à ne pas tomber malade. Sur la crise économique, effectivement, on a une vraie dépression qui arrive. Et ça, c'est vraiment très embêtant. Alors en France, on va avoir une dépression économique. On
on voit que l'INSEE parle de moins 35% de baisse de la production, 35%. Ça paraît évident vu le nombre d'entreprises qui sont fermées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire cette année, on va avoir quoi? 7-8 points de récession ou 7-8% de PIB en moins? En fait, on ne peut pas le dire, ça dépend de combien de temps durera la crise sanitaire, mais on peut avoir par mois de confinement, 3 ou 4, une perte de 3-4 points de PIB, ça c'est possible. Donc s'il y a 3 mois de confinement, ça sera très très lourd et très très cher. Et puis après, il y aura le retour qui sera compliqué. Et puis en plus, il y a les autres pays qui vont chuter. Et donc il y aura un effet domino parce que nos exportations vont être très délicates. Donc en fait, les pays ne se sortant pas de la crise au même moment, sanitaire et économique, ça veut dire qu'il faut le relancer avec le moteur interne. Ce n'est pas par nos exportations qu'on va y arriver. Et donc, il faut un moteur interne absolument à la France. Et là-dessus, on va être complètement bloqué par l'Union européenne qui va nous dire non, nein, réellement, parce qu'en fait, ça va se dire en allemand, nein, pas de politique industrielle. Donc, pas de plan gaulliste pour relancer vos industries. On va nous dire nein sur le budget parce que là, vous avez trop dépensé pendant la crise sanitaire. Il faut faire attention. On va dire nein sur le protectionnisme. Laissez importer des masques du Vietnam ou de Chine, puisque de toute manière, on a des accords de libre-échange et vous n'avez pas le choix. On va avoir des nein absolument partout. Et en fait, c'est ça qui m'inquiète beaucoup. C'est qu'on va avoir une crise économique en France. On l'a déjà. Et après, derrière, on aura beaucoup de mal à se relever parce que l'Union européenne va bloquer toutes les mesures. Et c'est là vraiment, c'est vraiment ça qui est extrêmement triste et dangereux. Et c'est là où le peuple doit dire non, quoi. Face au Nein, il doit dire non et relever la tête pour empêcher ça. Puisque toute notre doxa étant européiste, de toute manière, ils ne vont pas bouger là-dessus. C'est ça. Je vois des questions, il y en a qui se sont enchaînées. Pierre-Étienne qui demande si on appelle à la destitution de Macron. Moi, j'aimerais bien appeler à la destitution de Macron. Je veux simplement dire qu'il y a un article dans la Constitution qui prévoit la destitution, mais c'est au peuple français de la faire, parce qu'il ne faut pas croire que la destitution se fera par l'article de la Constitution, puisqu'il faudrait une majorité à l'Assemblée nationale et au Parlement. On ne l'a absolument pas. Et le Modem plus En Marche ont largement la majorité. Donc on peut répéter destitution, mais en fait, ça ne se fera évidemment pas. C'est à vous de le destituer. Et en plus, si on le destitue pour le remplacer par le même, enfin, je veux dire un sbire, il y en a déjà eu plusieurs qui se sont succédés. Encore un homme de la finance ou un homme de l'Union européenne, c'est la même chose d'ailleurs, ou un homme de l'Allemagne, c'est encore la même chose. Et ben, ça ne sert à rien. Donc, si vous voulez, je pense qu'il faut regarder sérieusement les choses. La destitution, j'y suis évidemment favorable, parce que je pense qu'effectivement, Macron a violé la Constitution plusieurs fois, c'est une évidence, mais ça ne se fera pas par les mécanismes constitutionnels maintenant, je vous l'annonce tout de suite, quoi qu'on fasse, donc ne perdons pas trop d'énergie non plus, mettons notre énergie pour construire vis-à-vis des Français une offre politique crédible, sérieuse, qui leur donne envie de tourner définitivement la page de ces dingues et de ces irresponsables qui nous ont menés là où on est aujourd'hui du point de vue sanitaire, comme du point de vue de l'immigration, comme du point de vue économique, comme du point de vue de tous les sujets en réalité. Je pense que c'est la réponse que je ferai. Sur Arthur qui me dit et qui nous dit qu'est-ce qu'on pense de la médecin Karine Lacombe, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi c'est une médecin de cour. Il y a eu aussi des articles sur ces liens d'intérêt. Avec Gilead. Avec beaucoup d'industries pharmaceutiques. Voilà, pour moi, c'est l'anti-Raoult, en fait, si vous voulez. Raoult, pour moi, c'est un peu le gilet jaune des médecins. Je ne sais pas s'il accepterait la comparaison, mais je la fais. Voilà, parce que c'est un esprit libre et c'est le seul, Mediapart l'a noté, c'était le seul conseil scientifique qui n'avait aucun lien d'intérêt avec aucun laboratoire. Le seul. Il n'y en avait pas d'autre. Voilà. Quand vous avez un lien d'intérêt, vous faites de temps en temps une conférence, ça ne veut pas dire que vous êtes corrompu. Mais en tout cas, lui. Florian, je ne vois pas comment les laboratoires pourraient avoir un lien d'intérêt avec Raoult. Lui, Raoult, ce qu'il cherche, c'est à utiliser des médicaments à 1 ou 2 euros pièce. 1 ou 2 euros pièce pour traiter, d'ailleurs, la France, mais en plus, et tous les autres pays. Lui, il a une vision pas seulement française, mais il veut des médicaments pas chers pour traiter les malades. Donc, c'est l'inverse de l'intérêt de l'industrie pharmaceutique. Lui, c'est vraiment le serment d'Hippocrate, quoi. C'est-à-dire, voilà, il est là pour soigner les gens. Et effectivement, son médicament, je crois que son protocole au total coûte 13 euros. Voilà. Donc, effectivement, c'est peut-être pas hyper rentable pour ceux qui veulent se faire de l'argent sur ça. J'avais une question intéressante qui passait, qui pouvait t'intéresser aussi. C'était Laurence, je crois, qui nous demandait comment faire le Frexit. Non, Serge, pardon. Laurence, c'est une autre question. C'était ça, hein, c'était Serge qui nous demandait comment on pouvait faire vraiment le Frexit. Ouais, c'était Serge, voilà, qui nous demandait comment on pouvait réaliser le Frexit.
Pour réaliser le Frexit, il n'y a pas de choix. Hein. Il faut un rassemblement de tous les souverainistes pour gagner l'élection présidentielle de 2022. Vu la décrédibilisation du pouvoir, vu le choc que les Français ont reçu, l'incompétence démontrée, il y a une possibilité, si on rassemble les souverainistes. Et à ce moment-là, de gagner en 2022 et faire un référendum de sortie ou faire le Frexit directement, ça dépendra sans référendum. Ça dépend, en considérant que l'élection présidentielle serait déjà une élection qui validerait un Frexit. Il n'y a pas tellement d'autres choix de le faire. Il faut être au pouvoir pour faire le Frexit. Il n'y a pas d'autre choix. Et d'ailleurs, Serge, j'avais mal lu, dit d'ailleurs sans attendre, comment faire le Frexit sans attendre 2022. Là, Serge, à mon avis, sans attendre 2022, il faudrait juste espérer qu'un autre pays, par exemple l'Italie, un pays important, parte avant et que ça entraîne une telle crise européenne et politique en France que ça précipite les choses. Je veux dire, à la limite, tout est possible. Hein. Moi, je pense que c'est Max Gallo qui disait la seule loi de l'histoire, c'est la surprise. Donc, tout ça, regardez, est-ce que vous auriez imaginé il y a 3 mois qu'on vivrait en confinement, vous vivriez confiné chez vous avec une dépression économique majeure cette année? Bon, je veux dire, donc vous voyez, donc tout peut se retourner très vite. Donc, ouais, mais ceci dit, avec Macron au pouvoir, ça me semble impossible. Je pense qu'il ne fera jamais de référendum. Par contre, si un pays important part avant, pourquoi pas? Mais faites attention, en Italie aussi, ils ont des plans dans les cartons. Moi, j'ai vu qu'on essaye en ce moment beaucoup de faire la publicité de Mario Draghi. Hein. Je sais pas si tu as vu ça, Philippe, l'ancien Goldman Sachs et l'ancien président de la BCE. On ressort du tiroir en nous expliquant que ce serait peut-être l'espoir pour l'Italie. Le prince de la finance qui serait l'espoir pour le peuple italien. On se moque beaucoup du monde, quoi. C'est ça. C'est quand même fort de café d'oser nous ressortir Mario Draghi, mais ils sont prêts à tout. Hein. Ils sont prêts. Peut-être qu'en France, on va nous sortir, je ne sais pas qui on pourrait nous ressortir. Bon, Jacques Delors est un peu vieux maintenant, mais il s'est exprimé. La seule expression qu'il a eue dans cette crise, c'est pour s'inquiéter du sort de l'Union européenne, hein, pas pour s'inquiéter du sort des malades ou de. Non. Non, mais il y a Jadot, il y a Xavier Bertrand qui ont été lancés par les médias, Barouin. On a essayé, mais il a des liens d'intérêt tellement forts avec la finance, avec des lobbies que c'est pas possible. Il y a qui est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi quelqu'un qui était évident, je me rappelle plus. Bah oui, Jadot, oui, évidemment, Jadot, qui est le cheval de course au cas où, en mettant le sujet de l'écologie sur la table. C'est pour ça qu'il faut d'ailleurs que les souverainistes s'emparent de l'écologie, parce qu'on peut se battre avec des armes très très fortes contre ces gens aussi, quoi. Alors ça, c'est vrai que on s'empare. Nous, on essaie vraiment aux Patriotes de s'en emparer depuis qu'on existe, parce que non seulement de s'en emparer, d'y travailler très sérieusement. On te lit aussi beaucoup, Philippe, sur le sujet, parce que tu connais bien le sujet et tu y travailles beaucoup. C'est vrai que c'est un sujet extrêmement important. On nous posait Dominique qui nous posait une question, je crois, sur l'industrie. Comment faire pour relancer une industrie? Si je ne trahis pas sa question, parce qu'elle est passée il y a quelques temps et je m'en souviens plus très bien. Je crois que c'est beaucoup lié à ce qu'on disait, mais qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'on va être d'accord là-dessus, hein, parce que c'est une évidence, en fait, c'est un plan gaulliste qu'il faut faire, puisqu'on n'a plus grand-chose. C'est pas une destruction par la guerre de l'industrie, mais une destruction partielle par le libre-échange et par l'Union européenne de notre industrie, hein, qui est dans un état vraiment moyen et très faible dans certains secteurs. Donc il faut faire un plan gaulien, de la recherche et développement forte sur certains sujets, récupérer des technologies, faire des accords aussi avec des entreprises étrangères pour des joint ventures sur le territoire français quand il nous manque la technologie, et puis faire des commandes publiques à long terme. On peut très bien, par exemple, sur les panneaux solaires, on a des usines, encore je crois quelques usines qui les construisent, et on peut faire des commandes publiques par l'État plutôt que de les acheter en Chine. On les achètera un peu plus cher, 20% plus cher en France, et on aura des panneaux solaires français et on pourra monter la cadence pour refaire une industrie forte là-dessus et qui assume. Je voulais dire quelque chose de très important. Quand on achète 120 € un panneau solaire en France contre 100 € en Chine, on paye plus cher à la Chine. Pourquoi? Parce que quand vous payez 120 € un fabricant français, ce fabricant français paye des charges sociales, il paye des impôts en France, tout un tas d'impôts que ne paye pas le fabricant chinois. Il paye des salaires qui vont revenir dans l'économie sous forme d'impôts, etc., et sous forme de recettes. Et donc, en fait, ça vous coûte beaucoup moins cher d'acheter 120 € en France un panneau solaire que de l'acheter 100 € en Chine. Et c'est comme ça qu'on s'enrichit par un cercle vertueux au lieu de s'appauvrir par le cercle vicieux dans lequel nous sommes. Ouais. Laurence qui nous demandait si notre l'épargne des gens ou son épargne était menacée. C'est-à-dire que moi, je rappelle quand même qu'il y a maintenant une possibilité d'aller, depuis 2016, je crois qu'il y a une directive européenne qui permet d'aller chercher 2015, pardon. Ils avaient expérimenté à Chypre, hein, si je ne me trompe pas, un petit peu avant.
d'aller prendre directement dans l'épargne des gens, puisque bon, il y avait le phénomène où c'était les contribuables qui payaient lors de la crise de 2008-2009. D'ailleurs, sans qu'en France, on prenne de contrepartie, parce qu'il n'y a pas eu de nationalisation de banque. Hein. On a juste donné de l'argent, on les a laissés faire, rien n'a changé, et c'est le contribuable qui a payé. Et donc ensuite, il y a eu cette directive en 2015. Maintenant, théoriquement, oui, ils peuvent venir prendre dans l'épargne des gens. Je crois qu'il y a d'abord un seuil de 100 000 euros, mais ensuite, ils peuvent même descendre en dessous, hein, il me semble. Alors, tu as tout à fait raison. Si je me permets, juste au point technique, je te rends la parole. Rend les choses possibles, oui. Tu as exactement raison et je te rends la parole. En fait, c'est la directive, je crois qu'on la surnomme souvent BRRD de 2015, et j'avais vérifié dans le détail de cette directive européenne. Le seuil est à 100 000 euros, tu as raison. Au-dessus de 100 000 euros, on peut te ponctionner ton épargne, enfin ton compte bancaire et tes comptes d'épargne pour sauver la banque, en fait. Mais donc ton argent disparaît. Et en fait, c'est plus vicieux que ça, parce que je préviens les internautes, si vous êtes par exemple dans un compte à LCL et un compte à Crédit Agricole, c'est considéré comme le même compte, parce que c'est le même groupe bancaire. Donc attention à ça, si vous avez deux comptes de 100 000 euros dans le même groupe bancaire, vous n'êtes pas protégé. Et dernière chose, dans la directive, il est même prévu que ce seuil puisse descendre. Donc tu as parfaitement raison, Florian. Ils peuvent revoter, et c'est déjà prévu que ce seuil puisse descendre pour fonctionner. Ce qui montre en fait, on est d'accord, c'est que l'euro, c'est le risque sur l'épargne, c'est pas de sortir de l'euro, c'est de rester dans l'euro, parce qu'on va pouvoir te ponctionner. Ah, merci, parce que tu réponds en même temps à une question que je viens de voir de Eric qui nous demandait, on nous dit que la sortie de l'euro va créer des problèmes pour l'épargne. Je pense que c'est précisément, comme toi, je pense que c'est précisément l'inverse. C'est le système, et ça l'a démontré d'ailleurs à Chypre, c'est le système de l'euro qui met en danger votre épargne, pas du tout de reconstituer une économie réelle saine, parce que si l'économie est saine, il n'y a aucune raison que votre épargne soit menacée. Hein. Et si on n'est plus dans ce système de dingue des directives européennes, elle n'est pas menacée. C'est la clé, tu as raison Florian, c'est la clé, et en fait il y a une inversion accusatoire et tous les souverainistes sont d'accord, l'épargne des gens, s'il y a une sortie de l'euro qui est faite par les souverainistes, l'épargne des gens sera complètement garantie, on ne va pas ponctionner de l'épargne, bien au contraire. Il y a Vox Souton qui me demandait peut-être à moi si j'étais favorable à une alliance avec François Asselineau et Nicolas Dupont-Aignan. On l'a faite sur scène le 31 janvier pour fêter le Brexit, tu étais là aussi Philippe d'ailleurs. Alors, je ne sais pas si on parle d'alliance, je ne vais pas vous répondre là maintenant, c'est très prématuré. Ce qui est certain, et le fait que j'avais proposé l'autre jour et qu'on l'a fait, ce duo avec Nicolas Dupont-Aignan à l'antenne, et j'en ferai d'autres, c'est qu'il faut de toute façon sortir de ces espèces de mini-guerres froides qui n'ont pas de sens, et qui ne sont pas responsables vu la situation du pays. Je le dis, moi j'avais déjà essayé de faire quelque chose au moment des européennes pour une liste commune, bon ça ne s'est pas fait, le passé c'est le passé, il faut maintenant aller vers le présent et le futur. On peut avoir des points d'accord ou des accords, on peut avoir des sensibilités un peu différentes, notamment sur la question du Frexit, on sait qu'on a quelques points de désaccord avec Nicolas Dupont-Aignan, pour le coup pas avec François Asselineau, mais à la limite on est souverainiste et on est patriote, et donc il faut faire travailler ensemble, se voir, être intelligent, discuter, construire une espérance, parce qu'il ne faut pas que les Français désespèrent. Je vous dis, ne désespérez pas. Vous avez de la rage et de la colère, c'est tout à fait légitime, mais essayez de la transformer en quelque chose de positif pour notre pays, pour notre avenir, parce que je vous assure que nous sommes un grand pays, nous sommes un grand peuple, on a une histoire millénaire et on a plein d'atouts. Et si on est capable de se ressaisir et de virer tous les nuisibles qui sont au pouvoir, je suis absolument persuadé qu'on peut se redresser extrêmement vite. Je pense, Philippe, que tu es d'accord aussi avec cette idée. Ah oui, je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, moi, j'ai envie d'appeler un appel à ne pas être sectaire. C'est-à-dire que les souverainistes qui sont politiques, parce qu'ils pensent que sans souveraineté, il n'y a pas de démocratie. Sans capacité de décider, il n'y a pas de démocratie. Ce qui est évident. Par exemple, Philippe Seguin, les souverainistes économiques qui sont venus à la souveraineté parce qu'ils veulent relancer l'économie. Ils savent que sans souveraineté, notre économie va continuer à mal aller. Les souverainistes sociales aussi, qui sont plutôt des petits pour l'instant, hein, puisque Mélenchon a déserté la souveraineté. Mais les souverainistes sociales qui existent aussi à gauche, les souverainistes culturels, hein, qui veulent conserver la culture de la France, une culture vivante, mais qui veulent défendre l'identité. Tous ces souverainistes, en fait, ont le même projet, retrouver la souveraineté pour finalement récupérer toutes les souverainetés en même temps. On récupère toutes les souverainetés ou aucune souveraineté. Donc c'est idiot de ne pas se rassembler à un moment donné. Après, fusionner les partis politiques, c'est délicat, c'est pas forcément le moment. Mais en fait,
ce que tu envoies comme signal quand tu t'allies avec Dupont-Aignan pour faire un Facebook Live, quand on va tous ensemble, Dupont-Aignan, toi, Asselineau et beaucoup d'autres gens qui vont tous ensemble effectivement à la soirée Brexit, ça montre que quelque part on est prêt. On verra bien. Il se passera des choses et effectivement, s'il faut se rassembler, il faudra faire ce rassemblement au bon moment, potentiellement. Sur quelle base, on verra. Il faut faire la chose la meilleure possible. Mais il faut aussi responsabiliser les Français. Il ne faut pas se décourager. Mais c'est aussi à chacun des citoyens. Parce le problème, c'est qu'on a toute une caste qui voudra jamais perdre le pouvoir. Or, en plus, avec les actes criminels qu'ils ont faits, là, avec les masques et tous ces actes criminels qui ont été mis en place, et cette peur de la justice, elle va se serrer les coudes pour que rien ne change. Donc, il y a besoin des personnages politiques qui s'activent comme toi, comme nous tous, mais il y a aussi besoin du soutien du peuple, que les gens aillent coller, aillent discuter ou distribuer des tracts s'il y en a besoin avec des partis politiques. Ils peuvent faire du militantisme sur les réseaux sociaux, ils peuvent discuter avec leurs amis pour essayer de les convaincre sur des points de détail, sans se fâcher, évidemment. Et donc, on a besoin de l'énergie de tout le monde parce que ça sera le peuple français qui dira « j'ai pas envie de mourir avec cette caste d'incapables et d'incompétents et j'ai envie de redresser la France » ou alors tout le monde va en souffrir. Donc, moi, c'est ma vision des choses. Oui, je pense qu'en fait, c'est vraiment donner enfin ce qui n'a pas pu se faire jusqu'ici, une traduction politique à ce qui était à l'origine, au départ, le mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire vraiment le peuple. Je parle au départ, sur les ronds-points, dans les premières manifestations. Bon, ensuite, ça s'est un peu épuisé, trop politisé pour le coup. Mais au départ, c'était vraiment le peuple qui sort, classe moyenne, classe populaire, les petits entrepreneurs, les salariés, les personnes âgées, les étudiants. Hop, on sort en même temps et on y va. Et on dit les choses. Et je crois que c'est cet esprit. Ça, c'est très français pour moi. C'est très français. Vous voyez, comme Raoult, à mon avis, c'est un personnage très français. C'est le même esprit. C'est un esprit de résistance, voilà. Et il faut qu'il ait une incarnation politique. Et quand tu parlais de toutes les souverainetés économiques, plus culturelles, plus politiques, je pense qu'il faut d'ailleurs les réunifier. Je pense que tous les combats doivent être menés en même temps, parce qu'on parlait, c'est vrai, de cette crise. Et en même temps, hier, on a eu un attentat islamiste à Romans-sur-Isère, avec, encore une fois, un réfugié, je crois, Soudanais qui bon, c'est toujours la même chose, quoi. C'est-à-dire, voilà, là aussi, une irresponsabilité criminelle de la part du pouvoir, les frontières grandes ouvertes. Et tout ça, il faut réconcilier tous ces combats, il faut les mener de front, mais il faut les mener sérieusement, de manière honnête, de manière sincère et de manière crédible. Moi, j'en suis absolument persuadé. Nous, on essaie à notre modeste niveau avec les Patriotes. Je crois qu'on on participe. Il y en a d'autres qui font d'autres choses tout aussi utiles. Chacun doit pouvoir intelligemment se parler et coopérer. Je ne sais pas si on aura encore des... Oui, on me demandait, Geoffroy, mais tu en as parlé rapidement. Geoffroy disait, est-ce que cette alliance avec les souverainistes doit réunir Mélenchon aussi, qu'il y ait des gens qui viennent de la gauche et de la France insoumise, c'est certain. Mélenchon en lui-même, aujourd'hui, moi, je ne le mets plus comme souverainiste. Il a viré les souverainistes de son parti. Il est de plus en plus sous l'emprise des indigénistes dans son mouvement, ce qui l'a amené à participer à cette manifestation pro-islamiste, en fait, soi-disant anti-islamophobie, mais en fait pro-islamiste, vu les slogans qui ont été entendus, les Allahu Akbar, etc., qui ont été entendus. Et donc ça, pour moi, ça n'est ni républicain et ni souverainiste. Et je sais que dès qu'on lui parle du Frexit, il monte sur ses grands chevaux. Bon, donc, mais il n'aura pas le courage de le faire. Cette sensibilité politique sur un combat social, c'est pour moi une évidence. Pour moi, il fait de la démagogie, Mélenchon, parce qu'il a joué en 2017 un peu la carte de la souveraineté pour contrecarrer Marine Le Pen et récupérer des voix. Et effectivement, dès que Marine Le Pen l'a abandonné, il a abandonné aussi la carte de la souveraineté et il a viré, comme tu le dis, tous les gens qui étaient des souverainistes, voire certains qui sont partis à la fin d'eux-mêmes, puisqu'ils n'avaient plus leur place. Donc effectivement, c'est pas cette carte-là, quoi. Il y a effectivement Georgi Kuzmanovic, mais qui a un petit parti, République souveraine, qui essaye de rassembler le plus possible, mais c'est pas simple. Mais il me paraît quelqu'un de beaucoup plus sérieux que Mélenchon sur le sujet. Mélenchon, son internationaliste, l'empêche de se dire il faut faire du Frexit. Il a un problème avec ça gravissime, et il entraîne son parti dans la chute, en fait. C'est ça. Écoute, Philippe, ça fait 50 minutes qu'on est avec j'ai pas vu le temps passer. Vidéo, moi non plus. Sauf si vous avez encore une question précise, mais là, j'ai pas vu de nouvelles questions, donc peut-être qu'on va s'arrêter là. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, très bien, oui. Et en vous remerciant évidemment pour votre participation active, toutes vos questions.
En te remerciant encore une fois, Philippe, en rappelant que ton livre, donc on aura l'occasion d'en reparler, oui, comment bien sûr. réussir la transition écologique, un défi passionnant, sort après le confinement, probablement le 20 mai où on verra, enfin tu nous le rappelleras, et on le lira avec plaisir. Et puis on va continuer ces duos Facebook, on en refera peut-être ensemble, parce que tout ça est loin d'être terminé, que ce soit la crise sanitaire et puis ensuite la crise économique, et puis sur tout ce qu'il va falloir construire et bâtir pour être un peu plus positif quand même pour terminer, tout ce qu'on va devoir construire et bâtir, et ça amènera à se reparler régulièrement ensemble. Merci beaucoup en tout cas. Tout à fait, merci beaucoup, et puis continue à rassembler les souverainistes comme tu le fais avec les autres, ça c'est la bonne voie qu'il faut qu'on prenne. C'est parfait. Merci Philippe, merci à vous tous, je vous souhaite une excellente soirée, un bon confinement, soyez prudents et à bientôt. Merci.